Oui, docteur. Ok. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, si vous m'entendez, vous me faites signe. Quand il y a un problème, vous me faites signe aussi. On s'excuse pour ce retard qui est dû à un problème technique. Donc, nous allons essayer de rattraper le temps. Je suis docteur Ormas, enseignante de psychologie clinique. Pardon? Donc, on continue. Si vous avez un problème, essayez de me faire signe s'il y a le moindre petit problème. Très bien. Donc, bienvenue dans le monde de la psychologie. Donc, vous allez sortir du domaine purement médical, très centré sur l'organe, et vous allez un peu vous ouvrir à la psychologie, un domaine qui va vous donner une certaine sensibilité à l'être humain, et donc à toutes les dimensions qui influent sur cet être humain, y compris sur sa santé. Donc, nous allons avoir au cours de six séances, un certain nombre de cours, peut-être 8, peut-être 9. Donc, notre premier cours, qui est le plus basique, mais pas le plus important, donc c'est une petite introduction pour vous familiariser un petit peu avec le domaine de la psychologie, ses objets et ses méthodes. Quel sera l'objectif de notre cours? Et donc, quels seront les objectifs? Donc, notre cours devrait vous permettre de connaître un peu les grands courants théoriques de la psychologie, de connaître aussi les méthodes, mais aussi d'accéder un petit peu à la psychologie médicale qui est très importante pour vous et pour moi. Donc voilà, c'est quoi la psychologie? C'est quoi? Nous allons commencer par une petite histoire de l'évolution des courants théoriques. Donc la psychologie, en gros, c'est d'origine grecque, donc le mot il est d'origine grecque et qui signifie la science de l'âme. Donc la science de l'âme. Attendez, il y a un petit problème. La science. Elle a longtemps fait partie de la philosophie, la mère des sciences, et elle s'est autonomisée, donc elle est devenue une discipline à part à partir du 19e siècle grâce à l'évolution de beaucoup de courants scientifiques qui ont commencé par des travaux de laboratoire pour essayer d'étudier certaines dimensions spécifiques, notamment l'étude scientifique des faits psychiques, la sensation, la perception, l'intelligence, la mémoire, les conduites intellectuelles, le comportement, l'affectivité, etc., etc. Donc la psychologie, elle étudie tout ça, donc tout ce qui concerne l'humain. Elle a connu des évolutions à travers les époques, donc il y a eu beaucoup de désaccords entre les tenants de tel ou tel courant théorique, mais c'est ce qui a contribué à son évolution et à son développement. Au début, il y a eu la psychologie expérimentale qui est née à la fin du 19e siècle, donc 1800-1900 avec William Wundt, le premier qui a mis en place un laboratoire pour l'étude des comportements. Donc, ça consistait en quoi à l'époque, la psychologie expérimentale? Donc, c'était rechercher, ça avait pour objectif de rechercher les lois générales des fonctions, mais à travers la mesure. La mesure et la comparaison entre les différentes personnes. Après, au XXe siècle, donc 1900, il y a eu la naissance du behaviorisme, donc qui s'intéressait principalement à l'étude des comportements observables, des conduites, mais surtout à étudier ce qui se passait entre le stimulus et la réponse. Donc ce processus-là, il était très recherché et la recherche s'est développée autour de l'étude de ce processus stimulus-réponse pour comprendre les conduites générales. Mais ça a étudié seulement les comportements observables. Donc le cognitivisme, il est apparu comme réponse au behaviorisme parce que la conception des cognitivistes à l'époque, c'était qu'il n'y a pas que les comportements observables chez l'humain. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de la boîte noire et qu'on n'arrive pas à observer, mais qui régule
ce comportement, elle régule l'attitude, elle régule beaucoup de fonctions chez l'humain. Et donc, le cognitivisme a beaucoup développé l'étude concernant, ou les études concernant la perception, la mémoire, le langage, la représentation, le traitement de l'information. Donc, tout ce qui n'est pas visible, mais qui agit ou qui influe sur le comportement des personnes ou des individus. Au début du 20e aussi, du 20e siècle, il y a eu la naissance de la psychanalyse. Donc, Sigmund Freud fait beaucoup un saut, enfin, il a permis un saut spectaculaire dans la conception de la psychologie à travers la mise en place de la psychanalyse, qui est en même temps une méthode, enfin, un traitement, une méthode pour traiter les troubles de la personne, en même temps un courant théorique et en même temps une démarche méthodologique de recherche des problèmes. Et donc, Freud, il a permis la compréhension du sujet, mais surtout à la mise en place de la théorie de l'inconscient. C'est-à-dire, avec toutes les évolutions du behaviorisme, du cognitivisme, qui essayaient d'isoler les fonctions de l'intelligence, la perception, etc., etc., toutes ces fonctions-là, Freud, qui était médecin à la base neurologue, il s'est dit, il y a autre chose qui régit le fonctionnement et qui n'est pas seulement de l'ordre des fonctions. Il y a quelque chose qui agit, qui fait que l'être humain se comporte, qui fait qu'il agit face à une situation, qui fait qu'il y a disons, une pathologie, un problème psychologique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à travers la mise en place de la psychanalyse qui consistait à écouter, beaucoup écouter les patients qu'il recevait pour découvrir déjà leurs sentiments, leurs émotions et leurs pensées. Et donc, ce courant théorique et pratique mis en place par Sigmund Freud, il a beaucoup permis le développement de la psychologie de façon générale. Et donc, quand on dit la découverte de l'inconscient et la mise en place de l'appareil psychique, ça équivaut que chacun de nous, chaque être humain, il a un cerveau, mais il a aussi un appareil psychique. Donc, l'appareil psychique qui est purement, disons, c'est juste pour représenter les fonctions, il n'a pas de place bien définie dans l'organisme humain, mais c'est ça ce qui régule, ça nous permet, à travers des éléments inconscients et à travers, disons, le moi, de s'adapter à toutes les difficultés, aux situations de la vie, etc., etc. Donc, à partir de là, donc, toujours on est dans le XXe siècle, la moitié du XXe siècle, le courant humaniste, avec le grand apport de Carl Rogers, est né en réaction au courant psychanalytique. Donc, longtemps critiqué le courant psychanalytique pur, mais aussi le courant behavioriste pur, ils ont été critiqués et Rogers, il est venu à l'idée du développement de la croissance de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, dans sa nature, il est appelé à évoluer et à se développer et à se construire. Et donc, c'est tout ce qui compte. Et que c'est à l'environnement qui devrait lui permettre cette croissance. Et s'il y a un décalage entre les possibilités de l'homme et la stimulation de l'environnement et le rôle de l'environnement positif, il y a problème. Donc là, c'est un courant beaucoup plus général dans la vision de la personne. Donc, disons que, en gros, ce sont les 4 grands courants qui ont permis l'évolution de la psychologie telle que nous la connaissons actuellement. Donc, voilà, donc, par rapport au champ d'application. Donc, cette psychologie,
Donc, on voit que ça étudie le comportement, ça étudie les fonctions mentales, ça étudie tout ce qui est contenu inconscient qui agit sur la personne, sur son équilibre ou déséquilibre. C'est la vision de la croissance de l'homme en comparaison ou dans son interaction à son environnement. Donc, elle s'applique à quoi? Donc, la psychologie, elle s'applique à plusieurs domaines qui intéressent l'homme. Donc, tous les domaines qui s'intéressent à l'homme sont étudiés par la psychologie. Et cette diversification des domaines, elle s'est faite au fil du temps. Donc, petit à petit, il y a eu la psychologie du travail. Donc, c'est la psychologie qui permet d'étudier le comportement de l'individu dans l'organisation. Donc, est-ce qu'il s'adapte à son travail ou il ne s'adapte pas à son travail? Nous avons la psychologie sociale, donc, qui essaye d'étudier les influences de la personne, du groupe et de la société sur nos conduites, nos représentations et notre personnalité. Nous avons la psychologie de l'éducation, donc elle s'intéresse au processus psychologique de l'enseignement et de l'apprentissage chez l'enfant, mais aussi chez la personne adulte. Il y a la psychologie du développement qui s'intéresse au développement de l'individu depuis la naissance jusqu'à la mort, en étudiant les changements caractérisant les différentes aptitudes. Donc, dans chaque phase, depuis notre naissance, il y a certaines aptitudes qui commencent à se développer petit à petit, pour décroître après à travers l'âge. Et c'est la psychologie du développement qui s'en occupe. Nous avons les sciences cognitives, donc, et les neurosciences. Donc, le développement de la psychologie cognitive de l'époque s'est enrichi et a beaucoup évolué avec l'apport de l'imagerie cérébrale. Donc, toutes les méthodes d'exploration, d'investigation, radio, scanner, IRM, etc., ont permis d'élargir un petit peu l'étude des fonctions cognitives chez l'être humain à travers l'apport de l'imagerie cérébrale, et c'est ce qui a fondé le domaine des neurosciences, qui est très, très, très en vogue actuellement, parce qu'il essaye d'enrichir l'explication des processus mentaux à travers la fonction du cerveau. Et ça, c'est ce qui est très, très développé actuellement. Maintenant, la psychologie clinique, donc nous avons dit plus haut que la psychologie clinique, elle s'intéresse à l'étude de tout ce qui est processus mentaux, de tout ce qui est conduite et comportement, de tout ce qui est émotion des êtres humains. Donc, les trois composantes nous sont composées de ces trois éléments les plus importants. Quand on parle clinique, tirer de cliner ce qui se passe au lit du malade. Qu'est-ce qui se passe au lit du malade? Donc, il y a une rencontre entre deux individus à visée d'évaluation et d'accompagnement. Donc, la psychologie clinique, c'est une science qui étudie tous les processus mentaux, conduite et émotion des êtres vivants. Et donc, mais dans un rapprochement avec la personne, avec l'humain, cet humain, il a une histoire et interagit avec l'autre. Donc, il a une histoire qui le compose. Il a aussi, bien sûr, des composantes biologiques innées, mais il a aussi une influence de l'autre. Donc, c'est l'aspect social qui influe sur cet individu qui est appelé à s'adapter. Donc, tout l'individu, toute l'histoire de la personne, c'est une histoire d'adaptation. Donc, comment elle se fait cette adaptation? Qu'est-ce qui influe sur cette adaptation? C'est toute, disons, la raison d'être de la psychologie clinique. Maintenant, nous allons passer aux méthodes. Tout va bien jusque-là? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, docteur. Très bien. Donc, pour les méthodes de la psychologie, donc, parler de méthode, c'est quoi? Ça veut dire, c'est le chemin emprunté pour atteindre un objet de recherche ou pour exercer une pratique. Donc, on emprunte une méthode. C'est une suite d'opérations, de procédés, etc.,
etc., qui permettent d'obtenir des résultats qui doivent être interprétés. Donc, la psychologie, disons, il y a plusieurs méthodes qui sont étudiées en psychologie, qui sont sous l'influence des courants théoriques que nous avons cités plus haut. Donc, au début, c'était la méthode expérimentale. C'est une méthode, disons, c'est la démarche scientifique qui a pour objet l'étude des liens entre les processus, entre les variables, disons, qui rentrent en jeu dans les processus mentaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est l'étude entre deux variables, une variable indépendante et pour étudier, disons, l'effet de cette variable sur une variable, ou plutôt en manipulant la variable dépendante, essayer d'étudier les résultats obtenus. Et donc, ça a plus été développé avec la méthode statistique et avec la mesure. Donc, à chaque fois, il fallait étudier le lien entre deux éléments pour essayer d'arriver à mettre en place des lois. Ces lois qui consistent à, disons, expliquer les processus mentaux. Ça, c'est la méthode expérimentale qui s'est beaucoup développée, comme je le disais, avec la mesure, les tests, la classification et la comparaison des populations. Pardon. Après la méthode expérimentale, nous avons la méthode clinique. Donc, ce sont les deux courants les plus, disons, les deux méthodes les plus utilisées. Et il y a eu beaucoup un grand débat qui a duré des années entre l'efficacité de la méthode expérimentale, c'est-à-dire la mesure, la classification est toujours étudiée de variables, ou bien la méthode clinique qui consiste en l'observation de l'individu, l'observation de l'individu dans son environnement habituel pour relever ses réactions, sa façon d'être, etc. Pour comprendre, disons, l'origine de sa structure, l'origine de son attitude et son comportement, l'origine de tout ce qui le caractérise. C'est ça la méthode clinique. Donc ça, c'est Lagache depuis les années 49 à 50. Donc vous voyez que ça remonte à loin. Lagache, il a dit, il n'y a plus de raison de faire un débat psychologie expérimentale, psychologie clinique, ça ne sert à rien. Parce que la méthode clinique, c'est ça ce qui est le plus important pour l'étude de l'individu et l'étude de toutes ses fonctions, sa structure, ses quantités, etc. Et il a appelé la méthode globale, donc qui inclut les deux, une psychologie humaniste. Donc cette psychologie humaniste qu'il a défendue depuis 1949, elle porte justement sur l'étude des conduites individuelles, qu'elles soient normales ou pathologiques, et donc la méthode, elle est clinique. Donc, si on revient à la méthode clinique, donc ça consiste à l'étude de l'individu dans son environnement naturel, essayer de relever toutes ses réactions, agissements, manières d'être, etc. Deuxième point. Et troisième point, et chercher à établir le sens, c'est-à-dire faire le lien et essayer de trouver le sens et l'origine, c'est-à-dire ce qui est écrit la Genèse, l'origine de ce qui est aperçu chez cette personne. Et donc, vous voyez que nous sommes passés de la méthode expérimentale qui consistait seulement à mesurer, évaluer, classer et faire des catégories, à une méthode un peu plus générale où on essaye un petit peu d'étudier ou d'utiliser tous les moyens possibles pour étudier cet individu. Donc, c'est quoi cette méthode clinique? Donc, comment elle se passe comment? Quels sont ses outils et elle consiste en quoi? Donc, nous avons, disons, la méthode clinique, il y a deux phases qui se passent. La phase recueil d'informations. Recueillir les informations, ça veut dire évaluer. Évaluer à travers quoi? À travers
un entretien, des dessins, l'observation, les échelles. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a un élément mesure. Nous sommes dans la méthode clinique, mais il y a un élément mesure dans cette phase de recueil d'informations. Puis après ce recueil d'informations, nous avons l'étude de cas. Donc, c'est l'étude du cas approfondie, donc une étude approfondie du cas. Pourquoi? Pour chercher à comprendre et à étudier cet individu dans sa singularité. Chaque individu, il est singulier. Même si nous avons, par exemple, en gros, une ressemblance dans les dimensions de personnalité, nous sommes différents malgré cette ressemblance. Et donc, nous pouvons agir différemment dans un contexte, face à un contexte, nous agissons différemment. Et donc, c'est ça notre singularité. Ça veut dire qu'il y a des éléments intrinsèques qui expliquent cette attitude, qui expliquent cette différence entre nous. Et qui est à l'origine de nos actes, notre façon de résoudre les conflits, notre façon de nous adapter, etc. Donc, c'est la compréhension approfondie. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la méthode clinique, actuellement, telle qu'elle est étudiée actuellement, telle qu'elle est utilisée actuellement, elle a deux phases. Une phase dite expérimentale, donc où il y a la mesure, mais une phase où on se rapproche de l'individu, donc dans la clinique, on se rapproche de l'individu pour mieux comprendre les origines, le sens, la relation, etc. Donc, ce sont deux phases successives dans la méthodologie utilisée en méthode clinique. Donc, nous comprenons qu'il y a une unification des méthodes pour une meilleure étude de l'homme. Donc, au lieu du débat d'école et de courants théoriques, nous sommes dans une unification des méthodes. C'est ce qui est beaucoup plus rentable et c'est ce qui est beaucoup plus enrichissant. Actuellement, par exemple, quand nous voulons faire une étude, la méthode la plus riche et la plus utilisée, par exemple, c'est une méthode à deux bases, à deux orientations, à deux moyens. Donc, nous faisons un brassage, disons, quantitatif, en essayant de mesurer le plus possible pour avoir la population qu'il faut, le nombre qu'il faut, pour donner de la crédibilité à la recherche. Et par la suite, nous allons dans l'étude approfondie et nous choisissons des cas pour faire des études de cas approfondies, pour faire ressortir la différence entre les deux. Voilà, pour faire plus simple. Quels sont les outils appliqués quels sont les outils appliqués dans cette méthode clinique? Donc, nous avons l'entretien clinique. C'est un outil de base. C'est un des outils privilégiés de la méthode clinique. C'est quoi un entretien? Donc, dans une relation que nous appelons asymétrique, Colette Chinant, une grande psychologue clinicienne française qui a beaucoup travaillé sur l'entretien, appelle asymétrique. Pourquoi asymétrique? Ce n'est pas par rapport à une supériorité, mais c'est par rapport à une différence de statut. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un sujet, disons, ou une personne en souffrance qui en demande d'aide, donc c'est le patient, et il y a un professionnel, donc, qui possède un savoir. Et ils ne peuvent pas s'échanger leur rôle. C'est ça ce qui fait que la relation, elle est asymétrique. Donc, ce n'est pas par rapport, comme je vous ai dit, à une position, par rapport à disons, une supériorité quelconque, mais c'est plus par rapport au rôle. Donc, ce professionnel, il connaît. Il a un savoir, ça veut dire il connaît. Et il a la possibilité d'aider cette personne qui est en souffrance. Donc, dans cet entretien, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une parole qui va circuler entre la personne en souffrance et le professionnel. Et cette parole-là, elle permet aux cliniciens d'accéder à des informations au sujet de la personne en souffrance. Ces informations, elles concernent son histoire de vie. Donc, chacun de nous, il a une histoire de vie, il a traversé des situations qui vont le marquer dans sa personnalité. Donc,
et qui font que nous avons certaines émotions, une certaine façon d'exprimer nos émotions, un certain dosage de ces émotions, et nous avons des représentations qui nous sont propres. Une représentation, donc pour faire un peu simple, c'est une idée. C'est l'idée que nous avons des choses. On se représente, ça veut dire que nous avons une idée ou une image de ce qu'est quelque chose. Donc, comme je vous ai dit plus haut, l'individu il est formé de 3 éléments essentiels qui sont les représentations liées aux pensées, les émotions, sentiments, humeurs, etc. et affects, et les comportements et les attitudes. Donc, ce sont les 3 éléments qui composent, disons, une personne. Donc, ce psychologue ou ce professionnel, il peut être psychiatre aussi, qui utilise l'entretien clinique, il va essayer, à partir du recueil d'informations que nous avons cité plus haut, donc la phase recueil d'informations, donc à travers cet entretien où il va accéder à beaucoup d'informations concernant le vécu de la personne, son histoire, les éléments qui ont marqué sa vie et comment elle agit actuellement, comment elle s'exprime, comment elle exprime ses émotions, comment elle réfléchit et comment elle se comporte, pour essayer de faire le lien et trouver un sens à ce qui se passe maintenant. Parce que si on fait un entretien, c'est pour accéder à des informations pour pouvoir les interpréter, comme nous avons dit plus haut. Donc, le professionnel, il a besoin d'interpréter, soit dans un but de clinique, prise en charge, etc., soit dans un but de recherche. Donc, après, les entretiens, il faut les structurer différemment, que ce soit en clinique, c'est-à-dire soutien et aide à la personne et prise en charge, ou en recherche. Donc, cet entretien clinique, il se décline en plusieurs types. Nous avons l'entretien directif, donc selon Catherine Chabert et Benoît Verdon, qui sont aussi, surtout Catherine Chabert, elle a beaucoup développé aussi la psychologie clinique. Donc, ils sont tous français. Colette Chiland, on avait dit Daniel Lagage, maintenant on parle de Chabert, etc. Donc c'est l'école française qui a beaucoup développé la psychologie clinique. Donc nous avons l'entretien directif, comme son nom l'indique, il est directif. Ça veut dire, les questions, elles sont directes et ciblées. Fermées, plus ou moins fermées. Et donc, ciblées, ça veut dire qu'on cherche à évaluer ou à connaître quelque chose, un élément ou un certain nombre d'éléments. Donc, le professionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir à l'avance cet entretien, cet ensemble de questions qui ciblent un élément X ou des éléments X, Y, Z dans cette clinique ou dans cette recherche. Nous avons les limites ou les critiques faites à l'entretien directif, c'est qu'il ne laisse pas de liberté à la personne, par exemple au patient ou à l'interviewé. Et donc, s'il ne laisse pas assez de liberté, c'est-à-dire nous allons le limiter dans une direction X, nous allons obtenir des informations qui peuvent être limitées. Par contre, l'entretien semi-structuré, c'est le plus riche, c'est le plus utilisé aussi. Et donc, il est préconstruit sur des thèmes prédéfinis, bien sûr, par le psychologue, enfin, peut être psychiatre, le chercheur, etc. Néanmoins, une place et une importance est accordée à la spontanéité du patient, à sa façon de dire. C'est-à-dire, nous posons des questions pas fermées, elles sont ouvertes, sur des domaines bien définis que nous avons arrêtés à la base, qui nous permettent de connaître cette personne. Après, nous allons nous intéresser à la façon de dire du sujet. Donc, en psychologie, il faut savoir que ce que nous disons est très important. Mais ce qui est aussi important, c'est la façon de dire les choses, comment on les dit, mais aussi nos silences. Les silences aussi sont importants. Si on se tait, pourquoi on se tait à ce moment-là au juste, après quoi, ce qui est très significatif. Aux oublis constatés, quand le patient vous dit j'ai oublié, je me rappelle plus, redites-moi votre question, ou
j'ai oublié ce détail, au refus, la personne qui refuse de répondre à cette question. Donc, vous voyez que tous ces éléments vont nous permettre d'avoir une idée beaucoup plus, ou d'avoir des données beaucoup plus riches que les données obtenues grâce à un entretien directif. Donc, rechercher du sens à travers ce qui est donné, mais aussi à travers ce qui n'est pas donné, ce que le patient ne donne pas. Après, nous avons l'entretien non directif, donc qui est ouvert, qui implique l'association libre. L'association libre, c'est un concept qui est apparu avec Freud, la psychanalyse, que nous avons vu plus haut. Et donc, je vous ai dit, la psychanalyse, c'est une méthode thérapeutique, mais aussi une approche théorique, mais aussi une méthode de recherche d'information. Et donc, Freud, il était arrivé à l'idée que pour accéder à l'inconscient, ça veut dire qu'on n'y accède pas, on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Mais il influe sur nos attitudes, nos émotions, nos représentations, nos comportements, nos relations, etc. Et donc, pour Freud, pour arriver à connaître ce qu'il y avait dans l'inconscient et qui posait problème à la personne et qui causait une souffrance, il fallait recourir à l'association libre. Donc, je pense que vous avez tous vu ces images à la télé où le patient il est allongé et que le psychanalyste il est derrière pour pas qu'il l'ait sur son champ visuel et il commence à parler. Il lui dit « Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête ». C'est ça l'association libre. Et le patient il commence à parler. Parlez-moi de vous, par exemple. Parler de soi, on ne finit pas, on peut ne pas en finir. Donc, cet entretien non directif, il vient de cette méthode qui est la psychanalyse et qui a permis l'enrichissement de la théorie de la connaissance de l'inconscient et comment elle est gérée la personnalité. Et donc, il n'y a pas de terme défini. Et le patient, il passe juste par, il parle juste de ce qui lui passe par la tête. Maintenant, l'inconvénient, c'est que nous risquons d'être perdus dans les dires du patient. Et donc, ça risque de nous dérouter, de nous emmener loin par rapport au chemin que nous voulons entreprendre pour arriver à des explications. Parce que l'entretien non directif, pour rechercher quelque chose, on prend beaucoup plus de temps pour mettre en place une relation entre les éléments donnés et trouver un sens. C'est beaucoup plus de temps. L'entretien semi-structuré, il nous permet de gagner en temps. C'est bon jusque-là, vous arrivez à me suivre? Oui, docteur. Très bien. Alors, maintenant, nous avons vu que l'entretien, c'était l'outil de base et l'outil privilégié de la méthode clinique. Le deuxième outil qui est utilisé, c'est l'observation. Après, l'observation, elle est au fait complémentaire et elle va avec l'entretien clinique. Nous ne pouvons pas faire un entretien sans l'observer. Donc, c'est elle fait partie. Un entretien, ce n'est pas juste un recueil. Un recueil de paroles, mais c'est aussi une observation de ce comportement, du comportement de cette personne en disant ces choses. Donc, ça consiste en quoi l'observation? À percevoir, mais avec attention, ce n'est pas regarder pour regarder, avec attention ce qui se passe où l'homme, enfin l'individu dans cette réalité, afin de... Attendez, j'ai une petite fenêtre qui me dérange. Attention, enfin, c'est l'action de percevoir avec attention un objet de la réalité ou l'individu, afin de mieux le comprendre. Donc, on l'observe, on n'observe pas tout, mais on cible ce qu'on veut observer, parce que c'est ça l'objet de notre recherche. D'accord? Donc, c'est une méthode complémentaire à l'entretien, comme j'ai dit. Pedinelli aussi, la même école de Chabert, Verdun, Lagache, etc., parle de l'entretien clinique qui permet l'étude de différents niveaux de communication. Une communication verbale, non verbale,
Et ça, c'est très important, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les silences, les oublis, les refus, la façon de dire les choses. Donc, on est au-delà du niveau verbal pur. Que dit Pedinelli sur l'observation? Donc, elle vise à relever des phénomènes comportementaux significatifs. Donc, qu'est-ce qui est significatif? Donc, vous trouvez quelqu'un qui rentre, vous voulez faire un entretien, la personne qui rentre, interviewée dans le cadre d'une recherche ou bien patient dans le cadre d'une prise en charge clinique, qui rentre et qui hésite, reste devant la porte, n'accède pas au bureau. Vous l'invitez à rentrer. Quand la personne s'assoit, elle s'assoit en biais, c'est-à-dire elle n'est pas en face, mais elle est de côté et elle ne vous regarde pas. Donc ça, c'est une observation qui peut être significative. Donc on ne donne pas un sens tout de suite, mais nous allons attendre l'attitude de la personne, comment elle va évoluer, et nous allons mettre en liaison tous ces éléments observés avec ce que dit le patient pour comprendre cette attitude. Donc les comportements significatifs, en vue de leur donner un sens, sont les restituants dans la dynamique, c'est-à-dire le même comportement observé chez deux personnes différentes peut avoir un sens différent selon la personnalité de l'individu. D'accord? Donc nous allons intégrer l'histoire, le contexte, les éléments marquants de la vie, la personnalité, ses caractéristiques, pour pouvoir comprendre cet élément observé devant l'entrée du bureau. Donc, l'observation, elle peut se décliner en deux types. Il y a l'observation en extériorité. Donc, nous sommes à l'extérieur et nous sommes en train d'observer un comportement d'un groupe. Donc, nous n'allons pas interagir avec eux, nous n'allons pas influencer leur comportement. Et nous avons l'observation participante où nous sommes impliqués dans la situation, comme l'exemple que je viens de vous citer maintenant. Après, le troisième élément, donc nous avons vu l'entretien avec les différents types d'entretiens, directifs, semi-directifs et non directifs. Nous avons vu l'observation. Le troisième outil utilisé dans la méthode clinique, c'est l'enquête. L'enquête, donc, elle brasse une large population. Pourquoi? Pour permettre ou pour recueillir des données quantitatives. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On interroge un certain nombre d'individus, bien sûr avec des méthodes. L'enquête, il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées pour choisir ce nombre d'individus ou un échantillon de la population. Il y a plusieurs méthodes statistiques qu'on fait, nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais recueillir les données quantitatives, cette interrogation de cette population va nous permettre plus tard de généraliser les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Donc, pour qu'elles soient généralisées, il doit y avoir des conditions pour que scientifiquement cette méthode que nous avons utilisée, elle donne des résultats fiables. Donc, l'enquête, elle est connue pour sa simplicité d'utilisation. C'est facile, nous prenons des échelles, des questionnaires, nous distribuons. Ils nous donnent, les interviewés, ils vont nous donner les résultats que nous allons interpréter et l'interprétation, elle va être généralisée à la population. Tel type, par exemple, de croyance, la croyance en telle chose, chez la population X, la croyance de tel élément agit sur le comportement face à cette situation, par exemple. Donc, ce sont beaucoup de domaines qui sont explorés à travers l'enquête, les attitudes, les comportements, les croyances, etc., etc. Donc, voilà par rapport aux outils impliqués dans la méthode clinique. Donc, voilà, en gros, les approches théoriques, les domaines et les méthodes, sans rentrer un peu dans le détail de la chose. Maintenant, le deuxième volet qui est tout aussi important que l'introduction à la psychologie, vous devez tous vous poser la question, mais pourquoi nous étudions la psychologie? Pourquoi? À votre avis, pourquoi vous étudiez la psychologie en 6e?
Allô? Vous êtes là? À votre avis, pourquoi l'étude de la psychologie en médecine en 6e année? Bon, en avant, ça ne fait rien. Donc, pourquoi la psychologie en médecine? La médecine aussi, elle a évolué à travers les époques. Donc, au départ, c'était, disons, à la fin du XXe siècle, enfin 19e siècle et début 20e, il y a eu une grande, disons, révolution médicale à travers, disons, l'exploration et l'investigation. Donc, la multiplication des outils ont permis le développement de la médecine sous un versant purement traitement de maladies. Donc, la génétique, l'exploration, les radios, etc. ont permis ce développement. Mais le champ de vision de l'époque de la médecine était restreint, disons, au traitement de certaines maladies. Il a fallu attendre, donc on s'est dit, 19e jusqu'au début du 20e, donc début 1900. Il a fallu Georges Engels, qui était un grand chercheur et un grand scientifique dans les années 70, qui a fait une révolution de la vision, donc du modèle biomédical centré sur la compréhension et le traitement de la maladie, pour aller vers un modèle systémique plus large, qui prend en considération et les aspects psychologiques et les aspects sociologiques. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc, le modèle biomédical qui a longtemps régné et qui a permis une très grande révolution de la médecine à l'époque, il était centré sur la compréhension de la maladie, donc ses causes, et comment traiter cette maladie. Sans tenir, donc on traitait la maladie, mais pas le patient. Donc, c'est la maladie qui était la recherche concernait le traitement de la maladie pure. Ce modèle était, disons, des aspects positifs de ce modèle, c'est qu'il était logique et il permettait d'établir des bases scientifiques incontestables, telles maladies, les causes, etc., les facteurs, et en recherchant des signes, donc classification des maladies par signes et symptômes, et leur traitement et dosage, etc. Par contre, le modèle biopsychosocial de Georges Engels, il a permis quoi? Il a permis de tenir compte des facteurs psychologiques et sociaux dans la maladie. Donc, au lieu de traiter la maladie, c'était le patient qui était traité. Donc, ça veut dire qu'il a laissé place, si on étudie les facteurs psychologiques et sociaux, ça veut dire qu'on peut mettre en place des éléments de prévention. Et donc, au lieu de s'occuper seulement du traitement, nous étions dans la possibilité de faire des préventions et des soins adaptés à chaque personne en fonction de sa spécificité. Donc, avec ce modèle, la prévention et le soin, ils ont commencé à prendre en compte toutes les interrelations, donc la relation entre plusieurs facteurs et qui sont complexes, qui peuvent donc qui sont différentes d'une personne à une autre, d'un milieu à un autre, et qui peuvent donner ou avoir un impact sur la stabilisation de la maladie ou l'instabilité de la maladie. Donc ça, c'est par rapport à l'évolution du modèle, enfin de la médecine de maladie à la médecine de santé. Maintenant, ce modèle biopsychosocial, ça veut dire il s'ouvre aux sciences sociales, il s'ouvre à la psychologie et il s'ouvre à la sociologie, puisqu'il met le patient il prend le patient en considération, mais pas seulement son corps et sa maladie. Donc, selon ce modèle, la médecine se pratique sur le corps avec une prise en compte du psychisme et de l'environnement. Donc, il y a les trois éléments qui sont importants. Le mécanisme biopsychologique, quels sont les facteurs qui interviennent? Attendez, il y a une fenêtre qui me dérange ici. Quels sont les facteurs qui interviennent dans ce modèle biopsychologique? Donc, nous avons
le facteur biologique, donc nous avons l'hérédité, la génétique, le développement de la personne, l'activité biochimique et hormonale, donc tout ce qui est biologique que la médecine a beaucoup développé. Après, qu'est-ce qui vient s'ajouter comme facteur? Nous avons les expériences, l'apprentissage, les acquisitions de l'individu vont agir sur l'activité ou interviennent dans cette activité biopsychologique. Donc, c'est un facteur psychologique important dans ce modèle-là. Et nous avons l'activité sociale de l'individu, le milieu, qui exerce une influence sur le fonctionnement biopsychologique. Donc, c'est l'interrelation des trois éléments biologiques, psychologiques et sociaux qui vont être déterminants dans ce modèle-là pour prendre en compte ou bien pour prendre en charge ce patient. La psychologie maintenant, étudier la psychologie en médecine, ça veut dire que nous sommes dans la psychologie médicale. Certains appellent psychologie médicale psychologie de la santé, certains l'appellent psychologie des pratiques ou de la pratique médicale. Donc c'est quoi cette psychologie de la pratique médicale? Donc c'est une discipline qui étudie les aspects psychologiques, personnels, interpersonnels en relation avec la maladie. C'est-à-dire, il y a une maladie, il n'y a pas que le traitement médical qui va être pris en considération, mais nous allons prendre en considération les facteurs psychologiques, soit personnels, c'est-à-dire inhérents à la personne, elle constitue sa personnalité, ou interpersonnels, c'est-à-dire entre les personnes. Donc, en relation avec la maladie, telle que, par exemple, la maladie chronique, qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette maladie chronique et quels sont les éléments aussi qui interviennent dans cette maladie chez cette personne. Lors d'une greffe, par exemple, il n'y a pas que le donneur et le patient qui va recevoir la greffe qui compte, mais il y a aussi l'aspect psychologique de l'un et de l'autre, mais surtout l'aspect psychologique du patient qui reçoit. Et là, nous sommes dans tout ce qui est c'est une recherche qui s'est beaucoup développée, même ici en Algérie, qui sont en train de faire une étude approfondie des personnes à greffer, des malades à greffer, en étudiant plus leur disposition psychologique et leur capacité à ne pas rejeter, par exemple, l'organe, et donc que le corps l'accepte. Dans l'approche de la mort, il y a beaucoup de processus. L'approche de la mort, ça veut dire qu'il y a maladie et que la personne, elle est là. Et si nous sommes, notre réaction face à l'approche de la mort, elle est différente d'une personne à une autre. Et donc, la médecine ou le médecin devrait prendre en considération ces aspects-là pour la prise en charge du patient. Donc, la psychologie médicale, elle étudie l'interaction entre le psychique et l'organique. Nous sommes donc dans la psychosomatique. Et donc, cause et prédisposition. Donc, l'événement traumatique, comment il peut agir aussi influer sur la santé du patient. Le deuil, comment il peut influer sur la santé du patient. Mais aussi, il s'intéresse à la relation médecin-malade, qui est le gros morceau de la psychologie médicale ou de la psychologie de la pratique médicale. Donc, relation médecin-malade, elle se décline sur plusieurs pratiques et elle a plusieurs importances. Donc, la relation médecin-malade en termes de savoir-faire et de savoir-être. Savoir-faire avec tel patient et comment agir et les réflexes à avoir. Le savoir-être en termes, bien sûr, de comportement de communication, etc. Donc ça, c'est la psychologie médicale, une petite définition toute générale de la psychologie médicale et son champ d'application. Donc, quelle est la relation entre la psychologie médicale et la médecine? Donc, la psychologie médicale est une discipline fondamentale de la psychologie clinique, surtout, qui a pour objet la personne malade dans sa globalité, somatique, psychique et sociale, et sa relation avec les soignants. Donc, le patient, la personne malade dans sa globalité, avec les trois dimensions, soma, psychique, sociale, mais aussi le patient avec les soignants, particulièrement
particulièrement le médecin. Elle remet en cause le dualisme corps-esprit, donc nous n'en sommes plus dans la qu'est-ce qui agit, est-ce que c'est le corps, non, c'est plutôt l'esprit, mais nous sommes dans une vision globale et d'une interrelation et une inter-influence dans la genèse, disons, des maladies ou leur traitement. La psychologie médicale, donc, elle s'intéresse dans la médecine, elle étudie les maladies psychosomatiques et les troubles dysfonctionnels. Donc, l'asthme, l'ulcère, comment l'aspect psychologique influe, donc la dimension psychique. Les problèmes d'adaptation à la maladie, tous les malades ne sont pas pareils face à la maladie. Donc, chacun, il a des caractéristiques propres. Et donc, comment ils vont traverser le processus, après l'annonce de la maladie, un processus psychologique différent pour chaque patient, et comment ils vont traverser et s'adapter à cette maladie. Le médecin, il est appelé à recueillir et à déceler les mécanismes psychologiques chez le patient. Est-ce qu'il y a une dépression qui accompagne la maladie, qui est due au refus de la maladie? Est-ce qu'il y a un déni? Le patient, pour lui, il n'est pas malade. Et donc, là, l'attitude et la prise en charge selon ces mécanismes observés par le médecin. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, docteur. Très bien. La relation médecin-malade, donc la relation dans la psychologie, Oui, docteur. Très bien, parfait. Donc la relation médecin-malade a des effets, beaucoup d'effets sur la prise en charge. Donc la façon de communiquer du médecin, la façon d'annoncer une maladie grave et l'accompagnement qu'il va réserver à tel ou tel patient en fonction du besoin de ce patient vont avoir des effets sur la prise en charge, en termes bien sûr d'observance thérapeutique. Donc la relation, je vous ai dit, c'est le gros morceau, c'est le plus important dans la psychologie médicale, mais pas que. Donc l'intégration des aspects psychosociaux et culturels dans la prise en charge du patient, famille, représentation de la maladie. Donc quand le médecin traite un patient, il ne va pas traiter que, disons, la maladie avec un traitement ou un processus thérapeutique quelconque. La prise en considération de la famille, donc il y a une influence sociale de la représentation de la famille et son rôle dans la prise en charge du patient, va faire toute la différence. Donc un patient qui est seul, qui n'est pas soutenu par sa famille, où il y a des problèmes relationnels, ça va impacter la prise en charge de ce patient. Pour la représentation de la maladie, donc nous avons dit tout à l'heure, c'est l'image qu'on se fait ou l'idée qu'on se fait de quelque chose. Pour la représentation de la maladie, c'est l'idée que se fait le patient de cette maladie, comment il l'interprète dans sa tête et qu'il a, il a reçu sous une influence culturelle, sous une influence de son milieu social. S'il se représente la maladie avec tel aspect, ça devrait être pris en considération par le médecin, pour favoriser une meilleure prise en charge. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir un clivage. Le patient, il pense qu'il veut, et le médecin, il prescrit le traitement qui lui semble le plus adapté. Et les deux sont sur deux dimensions complètement différentes. Il devrait se rapprocher de lui. C'est le médecin qui devrait se rapprocher parce que c'est lui qui étudie la psychologie du patient. Il devrait se rapprocher de lui. Pourquoi? Pour permettre de le comprendre mieux et d'essayer de trouver un compromis entre la représentation du médecin et la représentation du patient. Parce qu'ils doivent travailler ensemble. Travailler ensemble, ça veut dire quoi? La prise en charge ne dépend pas seulement du médecin qui prescrit et c'est tout. Elle dépend aussi de cette relation qui va se tisser. Cette relation, elle doit être basée sur la compréhension, sur la connaissance des peurs,
de l'idée de la maladie et des peurs du patient. Donc, plus ils se rapprochent, ils vont rapprocher leur point de vue et donc ça va aider dans la prise en charge de la maladie. La psychologie médicale cherche aussi à identifier les croyances qui prédisent les comportements. Donc, tout comportement, il est influencé à la base par soit une représentation, une croyance, soit une émotion. Et donc, les croyances, elles diffèrent d'une personne à une autre, d'un groupe social à un autre, d'une famille à une autre, d'une société à une autre, etc. Et donc, si on ne connaît pas, si le médecin n'arrive pas ou n'essaye pas d'identifier les croyances des patients, il ne pourra pas, disons, se préparer ou prédire le comportement qu'il va avoir face à la prise en charge. Donc, pour promouvoir des comportements positifs, il faudrait identifier les croyances des uns et des autres. Donc, enfin, des patients. Pendant la maladie, il y a une intervention qui devrait être faite. Bon, si c'est pas par le médecin, ça sera par le psychologue, mais elle devrait être prise en charge. Donc, pendant la maladie, je vous ai dit qu'il y a un processus psychologique par lequel chaque patient passe, qui est différent d'un patient à un autre, que nous devons connaître les phases dans lesquelles se trouve notre patient actuellement pour prévenir l'apparition, la complication de la situation ou l'apparition de maladies futures. Donc, c'est ça la prise en charge de la personne dans sa globalité. Donc, si la personne, elle passe par une situation difficile, elle a fait un deuil, supposons, hein, elle a fait un deuil, elle a été hospitalisée, donc la patiente, elle a été hospitalisée pour disons, des problèmes somatiques fonctionnels très minimes, mais qui sont normales considérant la situation et la phase du deuil, tout début, et que rien n'a été fait pour prévenir les choses. Un deuil, il peut se résoudre, donc il y a une résolution du deuil et l'adaptation de la personne à la perte, mais il peut y avoir une complication du deuil si les éléments favorables chez la personnalité ne s'y trouvent pas, d'accord, ne s'y prêtent pas. Donc, chaque personne, elle a, disons, des moments où elle a besoin d'une meilleure attention, d'une meilleure prise en considération des risques, et l'intervention pendant tel ou tel problème chez le patient peut permettre de prévenir une complexification, une complication de son problème de santé ou de prévenir carrément l'apparition de futures maladies. Pour ce qui est d'identifier les croyances qui prédisent les comportements, l'exemple qui me vient à l'esprit actuellement, c'est l'attitude de la population par rapport au vaccin Covid, donc anti-Covid. Donc, si nous rapprochons de la population, nous allons observer qu'il y a une multitude de croyances qui peuvent, dans l'absolu, n'avoir aucune base scientifique, mais elles sont là. Les croyances, elles sont là. Donc, si, par exemple, les instances responsables ne font pas quelque chose pour se rapprocher des croyances des gens et de la population pour les connaître, ils ne peuvent pas changer leur comportement. D'accord? Donc, pour changer le comportement d'une personne vis-à-vis de la maladie ou vis-à-vis de la santé, il faudrait en amont se rapprocher de ces croyances, les corriger, essayer de sensibiliser cette personne et de lui expliquer, etc., pour pouvoir prédire les comportements futurs ou pour pouvoir carrément changer les comportements et à promouvoir les comportements positifs de santé. Donc, les stratégies de communication dans le domaine de la santé donc permettent de gérer et prévenir les problèmes de santé. La communication, je vous ai dit, c'est un élément qui est très, très, très important chez le médecin, en médecine de façon générale, que ce soit pour faire de la prévention de masse, que ce soit pour la prise en charge et prévention chez le patient lui-même.
et donc permettre de gérer les problèmes de santé, mais aussi de les prévenir. Donc, nous voyons un petit peu que ça concerne autant la communication, autant la connaissance des croyances, des comportements, autant la connaissance de l'impact de tout ce qui est aspect psychosociaux, culturel dans la prise en charge du patient, autant l'influence des maladies psychosomatiques, ou plutôt l'étude des maladies psychosomatiques et comment les problèmes psychiques influent sur le fonctionnement psychique de la personne, comment la personne s'adapte à la maladie, les processus psychiques qui rentrent en jeu dans ce processus d'adaptation, la relation médecin-malade, comment annoncer une maladie grave, comment accompagner une personne face à une maladie grave, ou l'accompagnement en disant du mourant. Donc, on voit que c'est très, très, très large, c'est très diversifié, mais surtout, ça donne énormément de responsabilités aux médecins. Maintenant, si la médecine ne prend pas en considération cette dimension psychologique, elle va se déshumaniser. Et nous remarquons que les dernières années, beaucoup parlent de la déshumanisation, ou plutôt la recherche de l'humanisation des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont observé la non prise en considération de la dimension humaine, de la dimension psychologique du patient. C'est-à-dire que le patient, il est plus dans le médecin, il est plus dans une logique relation médecin-patient, traiter la maladie, donner le médicament, explorer, chirurgie, point à la ligne, sans prise en considération de l'aspect personnalité, aspect psychique. Donc, voilà, c'est le défi. Je pense que la médecine essaye de relever depuis quelques années pour essayer d'améliorer la relation, non pas pour l'améliorer et c'est tout, mais d'améliorer la relation en vue d'améliorer la prise en charge, qui est un élément important en médecine. Donc, pour conclure, et pour faire un résumé de ce que nous avons vu plus haut, la psychologie donc a connu une évolution à partir de la vision expérimentale. Donc, elle était on faisait des expériences sur l'effet psychique à travers la mesure et les statistiques, la classification, etc. Puis après, les limites observées à l'époque ont permis, disons, une réflexion et une diversification des méthodes. Donc, il fallait aller vers une méthode qui étudie l'homme à travers la pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité que nous avons vue plus haut et qui est largement suivie actuellement, c'est le jumelage ou, disons, l'étude des deux méthodes, donc expérimentale et clinique, qui représentent deux niveaux d'études successifs. Nous commençons par la méthode expérimentale et après nous allons vers la méthode clinique dans la majorité des cas. Donc voilà, je viens de terminer notre présentation de tout ce qui est psychologie, objet, méthode. Donc voilà, c'est fini. Donc voilà nos objectifs. J'espère que nous nous rapprochons des objectifs et que vous arrivez à avoir une petite idée sur les courants théoriques, les méthodes et une introduction sur la base de la psychologie. Alors, nous allons passer aux questions. Donc, qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui ne vous parle pas? Qu'est-ce qui doit être revu? Qu'est-ce que vous voulez que j'explique plus, que j'approfondisse par rapport à ces éléments? Je vous écoute. Oui, messieurs, je vous écoute, mais si vous avez des questions.
Qu'est-ce que vous avez eu, Tal Amelifet? J'arrive pas à comprendre votre préoccupation. Le cours c'est différent de l'année passée. Docteur, pouvez-nous donner le support du cours parce que on est loin de la fac. Alors le support, moi je n'arrive pas à le partager ici. Donc la déléguée. C'est vous la déléguée, j'allais leur dire. Donc la déléguée, elle va passer demain, je vous le donnerai. Demain, je vous donnerai les deux cours, et celui d'aujourd'hui et celui de demain. Donc la déléguée est ici, elle prendra demain les deux cours, cours 1 et cours 2, et donc elle s'occupera de le partager avec vous. Ça vous va? Merci, docteur. Je vous en prie. Je vois une préoccupation par rapport, vous avez fait ça l'année dernière? Je vois, c'est quoi? C'est par rapport à la promo. Salam, c'est ça. D'accord. Ben écoutez, prenez le cours de cette année. Vous pouvez aussi lire le cours de l'année dernière. C'est un enrichissement pour vous. Je ne pense pas que ce soit un problème pour les 6e années, normalement. C'est un plus pour vous. Lisez-le, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas ça qui compte, parce que c'est celui de l'année dernière. Vous êtes là. Vous avez 1h30. Profitez de la présence de l'enseignant. Si vous avez des questions, profitez-en. Essayez de les préciser, de clarifier, c'est très important. Maintenant, si vous vous contentez d'avoir un support et cumuler les supports, je sais pas quoi vous dire. Je vous en prie, mais posez vos questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est merci, ça m'a expliqué. Ok, merci. Une des personnes me dit que c'est trop lent. Je sais pas en quoi elle voit que c'est trop long. C'est la personne qui dit que c'est trop long, moi je vous dis, hein, c'est trop synthétisé. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le plus important, ce qui va venir c'est le plus important. Après, je pense que c'est plus important pour chacun de vous d'essayer de faire sa propre recherche et d'enrichir un peu les connaissances acquises. Et vous avez beaucoup de moyens, il y a des livres, il y a Internet, il y a beaucoup. Ça ne devrait pas vous déstabiliser, bien au contraire. Mais c'est ça être étudiant, c'est chercher, c'est se confronter les idées, c'est multiplier les sources, c'est comme ça. Il faudra pas se perdre en 6e année. Hein. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ils ont l'habitude de ne pas poser de questions? Était bien expliqué. Ah oui, d'accord. Ben, je vous remercie, mais moi, si vous ne me posez pas de questions, je suis pas contente. Moi, je suis comme ça. Si on ne pose pas de questions, je suis pas contente. Alors, pour le support de cours, je répète, votre délégué est ici. Demain, je lui donnerai le support en PDF. Les deux cours en PDF ensemble, avec la bibliographie et tout et tout. Donc, c'est les mêmes contenus, mais qui vont pas être comme ça en PowerPoint, mais qui vont être en PDF. Après, c'est tout. Ça, c'est une étudiant. Ah, qui gérait, qui leur disait, éteignez vos micros, etc. Arrêtez cette discussion. Ah ben, je sais pas pourquoi il n'y a pas de questions. Je termine.
docteur, c'est pas facile de saisir de la première fois, donc on va le relire, puis on va poser les questions demain, Inch'Allah, et après. Ah ben demain, ça sera réservé à autre chose. Donc, on ne pourra pas aborder la chose d'avant. Alors, la question de votre collègue qui dit, concernant la méthode clinique, est-ce qu'il y a une chronologie pour gérer l'étude? Non, il n'y a pas de chronologie, c'est plus le choix de la personne. Maintenant, quand nous sommes disons, la pratique clinique, quand nous sommes dans la pratique clinique, vous pouvez rester, hein, il n'y a pas de souci. Quand nous sommes dans la pratique clinique, donc nous étudions la méthode clinique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous recevons le patient, nous faisons notre entretien, nos entretiens. Il y a un recueil d'informations. Excusez-moi. Nous faisons un recueil d'informations à travers des entretiens et après nous pouvons, appuyer cette méthode utilisée, c'est-à-dire l'entretien, à travers des outils pour recueil de données. Donc, nous utilisons des tests comme complément. Là, nous sommes en clinique. Après, quand nous sommes en recherche, par exemple, aussi, nous pouvons utiliser cette méthode-là. Donc, c'est la plus globale. Mais sinon, il n'y a pas de chronologie, disons, spécifique, sauf que nous ne pouvons passer les outils sans qu'il y ait au préalable un entretien. C'est-à-dire prendre contact avec la personne, nous avons dit que c'était un élément incontournable, l'entretien. Sans entretien, sans cette préparation de la personne, sans cette explication, nous ne pouvons tirer des informations. C'est-à-dire que parfois, maintenant, il y a des dérives un peu qui sont utilisées. Donc, la méthode quantitative, le chercheur, là, il va vers la méthode quantitative, donc recueil ou plutôt passation d'échelle, etc., à grande échelle. Mais le biais de cette méthode, c'est que la personne n'est pas à l'aise, elle n'a pas compris, on lui a pas expliqué, on n'a pas pris contact avec elle pour la préparer, et donc c'est un biais pour la recherche. Par contre, si elle est préparée, ce qu'on appelle l'entretien de recherche, qu'on fait au départ, par exemple, pour préparer la personne, lui expliquer, baisser la résistance, corriger les représentations, rassurer, expliquer le motif, et après, on recherche l'information. Là, ça donne de meilleurs résultats. Quand nous sommes en clinique, bien sûr, c'est incontournable, l'entretien passe avant. Et donc, c'est ça le plus important, la prise de contact, la relation, l'explication, la préparation. Et après, nous choisissons les outils que nous voulons pour chercher plus d'éléments qui nous semblent significatifs. Alors, la personne veut une... je vous en prie. Donc, nous allons prendre un exemple. Donc, un exemple qui va expliquer l'ordre chronologique pour gérer une étude. Donc, nous sommes dans la recherche. Si nous sommes dans la recherche, les entretiens de recherche, ils sont bien spécifiés et ils ont des objectifs bien définis. Moi, je veux faire une recherche sur, supposons, la gestion du stress chez le médecin en période de Covid. Ça vous va comme exemple? Donc, comment je vais faire? Si je distribue seulement des échelles d'évaluation à grande échelle, je fais une enquête, je vais avoir des éléments d'information qui sont quantitatifs. Par contre, il y a des choses qui manquent dans cette étude-là et qui sont en rapport avec la mauvaise compréhension, par exemple, ou la résistance, ou le refus, ou disons que la personne, l'interviewée, n'a pas pris en considération, elle a juste répondu comme ça. Par contre, si on fait un entretien de préparation et on explique l'objectif de la recherche, on explique les outils et pourquoi, et nous essayons de clarifier les questions posées à travers cette recherche concernant la gestion du stress chez le médecin en période de Covid, l'interviewé va être plus préparé et ses représentations vont être corrigées, clarifiées, et il pourra être mieux disposé pour répondre.
Et au cours de l'entretien, nous pouvons voir l'envie de l'interviewé à participer ou pas. S'il n'a pas envie, nous n'allons pas intégrer, par exemple, sa réponse, sinon c'est un biais. Ou bien nous allons le convaincre, par exemple. Donc c'est ça, l'entretien nous permet d'abord de prendre contact avec cette personne, de la préparer, de clarifier la situation. Et c'est à partir de cette clarification que nous pouvons encore, après, en deuxième phase, passer à la phase, disons, quantitative, etc. Après, si nous voulons étudier la singularité, nous choisissons un cas ou deux cas ou plus et nous essayons d'aller dans la profondeur. La profondeur, c'est-à-dire nous approfondissons les entretiens, nous approfondissons les éléments de stress, les éléments de personnalité, les éléments de stratégie, comment il fait face, etc. Et cette personne, enfin cette étude-là approfondie va être une étude de cas. Donc une présentation de cas approfondie, nous permettant de compléter les résultats obtenus à travers l'étude, disons, quantitative que nous avons fait au départ. Moi, tous les cliniciens partent de l'idée que sans l'entretien, il y a beaucoup de biais. L'entretien permet de clarifier beaucoup de choses. Après, l'entretien, il devient difficile dans les enquêtes de masse. Ça, c'est un peu difficile de faire un entretien de préparation, etc. Mais sinon, dans la recherche, il est très, très, très utile avant la passation et après la passation pour, expliquer, restituer une observation, enfin une remarque que je vais faire. Dans la recherche, par exemple, dans la clinique, il y a beaucoup de rigueur dans l'entretien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, etc. Dans la recherche, pareil, il y a l'éthique de la recherche qui est très, très, très... Donc, l'éthique de la recherche qui met les bases de la recherche et donc les étapes à suivre, l'entretien, comment il devrait être structuré, quand est-ce qu'on fait un entretien, en avant, l'objectif, comment il doit être, en après, l'objectif, comment il doit être. Et donc, c'est très important maintenant, ça reste à chaque, chercheur d'aller vers l'application de cette éthique-là et du respect de l'éthique. Est-ce que c'est clair par rapport à l'exemple donné? Oui, docteur, merci. Je vous en prie. D'autres questions concernant ce premier cours? Alors, si vous n'avez pas de questions, nous pourrons clôturer. Donc, demain, nous allons... Et concernant la psychoclinique, qu'est-ce qu'elle a? Donc, la même question concernant la psychoclinique? La méthode clinique, oui, en psychoclinique, d'accord. L'exemple que je vous ai donné, c'était sur la recherche. Maintenant, quand nous sommes dans la psychologie clinique, en pratique clinique, donc c'est très important de faire une série d'entretiens qui sont très, très importantes avec des règles. Les entretiens, ils ont des règles, ils ont des biais qu'il faut éviter, il y a des choses qu'il faut éviter, des comportements, des formulations, etc. C'est très important de faire une série d'entretiens avant de passer à, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'application des tests. Pour compléter, parce qu'à partir des entretiens, on avait dit tout à l'heure que nous accédons à un ensemble d'informations qui concernent l'histoire de la personne, donc son histoire, comment elle a évolué, les étapes marquantes de sa vie, les caractéristiques de sa personnalité, ses émotions, ses comportements, ses représentations et pensées, etc. Donc nous allons formuler une hypothèse sur cette personne-là, sur la cause de son problème, par exemple. D'accord? Et à partir de cette hypothèse-là, nous allons la confirmer, nous allons compléter à travers l'utilisation des tests. Il y a une multitude de tests qui sont utilisés, je ne vais pas aborder ici parce que c'est pas vraiment de votre domaine. Donc nous avons les tests cognitifs d'intelligence,
donc tout ce qui évalue les capacités intellectuelles, etc. de la personne, et nous avons tout ce qui est personnalité. Donc personnalité, c'est toutes les aptitudes, enfin pas les aptitudes, c'est plus les caractéristiques de la personnalité, ses failles, la force, les faiblesses, les types, etc. Et à partir de là, nous allons mettre en lien les éléments obtenus à travers les entretiens, plus les éléments obtenus à travers les tests pour donner un sens à ce fonctionnement et à cette pathologie. Considère le côté psychologique comme honte et manque de foi. Alors ça, c'est une vision sociétale. Donc c'est notre culture. Si le patient manifeste un côté psychologique, c'est que c'est une faiblesse, ou bien c'est ça, un manque de foi, et donc nous poussons tout le monde à réfléchir que la maladie, elle devrait être, ou tout le monde devrait faire face à la maladie avec la force et la foi. Ça, c'est un plaquage de la société qui veut que tout le monde rentre dans le même carré. Ce n'est pas normal. Ça veut dire négliger la singularité. Nous sommes tous différents. Chacun de nous, il a une personnalité. Et face à une situation X, chacun de nous a une réaction et une adaptation différente. Selon quoi? Selon son histoire, selon sa personnalité, selon les éléments clés de sa vie, selon ce qu'il a marqué, selon ce qu'il a appris dans sa famille, les méthodes éducatives, selon l'influence de sa culture. Donc, nous, en psychologie, la prise en compte de cette dimension psychologique individuelle, elle devrait être utilisée en médecine. Autrement, si nous réfléchissons de cette manière, il y a un fossé qui va se créer entre le médecin et le patient. Quand un fossé se crée, ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle prise en charge, c'est un échec. Si le médecin n'accepte pas l'échec thérapeutique, il devrait prendre en considération cette dimension psychologique. Autrement, à quoi sert la prise en charge? C'est plus coûteux de prendre en charge seulement le côté biologique de la maladie. C'est plus coûteux que de prendre en considération l'élément psychologique. Donc, quand nous allons aborder dans un des cours la réaction face à la maladie, nous allons voir les processus psychologiques de chaque malade que le médecin devrait prendre en considération et devrait respecter. Nous ne devons pas l'obliger. Parce que ce qui se passe actuellement, même les psys le font, à un maximum intérieur. Ça veut dire obliger la personne à réagir de telle ou telle façon sans respecter ce qu'elle ressent dans son fort intérieur. Et si elle se bloque et elle se ferme, c'est un échec de la relation. Et s'il y a échec de la relation, il y a échec de la prise en charge. D'autres questions? Alors, comment faire? Écoutez, moi je pense qu'il y a des réformes qui sont en train d'être faites actuellement concernant la formation en sciences médicales. J'espère que ça va donner des résultats à moyen terme. Je pense pas qu'il y ait des résultats immédiats. Ça nécessite des années pour que les attitudes changent, pour que les comportements changent et pour que les représentations et les croyances changent. Donc, si nous arrivons à changer les idées des futurs médecins dans les années à venir, nous allons améliorer la relation de ces médecins avec leurs patients et donc dans le respect du côté psychologique, le respect du timing. Chaque patient il a un timing spécifique à lui. Donc, nous respectons, nous écoutons, nous assistons, nous accompagnons, nous prenons en charge pour mieux aider le patient à s'en sortir de sa crise. J'ai répondu à votre question? Vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons clôturer ici. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je souhaiterais plus de concentration de votre part. Ne vous perdez pas avec les références. Utilisez-la comme un support de plus, mais pas
mais pas problématiques. Les sources ne doivent pas être problématiques. Il faut multiplier les sources. Ça va vous aider à mieux maîtriser un sujet. Donc, je vous dis à demain pour le deuxième cours. Nous allons étudier la personnalité. Au revoir. Merci.